Bonjour à tous, connectez-vous. On est au rendez-vous de ce matin. Voilà, il est 17h pile à Kinshasa, 17h pile en Europe. Il est 8h ici à Los Angeles. Fidèle au rendez-vous, je suis là pour vous comme d'habitude. On va essayer de couvrir encore une fois de plus ce live. Donc j'espère que vous pouvez vous connecter. Ce matin, cet après-midi, nous aurons comme invité le coach Eric Chibassou. J'ai essayé de contacter le coach Ibenge pour avoir certaines précisions, pour parler avec lui à propos de l'avenir du football congolais. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors, j'ai eu le coach Eric Chibassou en ligne et il est disponible pour nous pour parler de l'avenir du football congolais. Voilà, objectif 2022, quelles sont les perspectives, qu'est-ce que nous pouvons améliorer, qu'est-ce que nous pouvons faire afin d'avoir une meilleure prestation dans l'avenir, comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour avoir un bel avenir d'ici peu. J'aurai 4 invités aujourd'hui. On va commencer avec le coach Eric Chibassou. Nous aurons, moi je l'appelle toujours notre professeur, Monsieur Aimé Katumba, ancien journaliste du Potentiel. J'aurai notre journaliste Gédé Louis Coupa pour avoir aussi certaines précisions. Et enfin, j'aurai les supporters, les amateurs du football congolais qui seront là pour intervenir aussi à la fin. Donc je commence ce live avec le coach Eric. Je ne sais pas s'il s'est déjà connecté. Donc Nasengi Bokota, Toso, Lalelo, vraiment... on sera là et on essaiera de répondre à vos questions. Alors voilà, on a décidé de faire une émission hebdomadaire. L'émission que j'ai fait avec le journaliste investigateur Romain Molina, c'était une émission d'urgence en fait. Mais celle-ci, on l'avait planifiée depuis longtemps. Donc aujourd'hui, samedi, on est là. J'espère que vous pourrez vous connecter afin que nous puissions commencer notre émission. Donc voilà, le football congolais aujourd'hui, il est ce qu'il est. Mais on a besoin des têtes, on a besoin des personnes qui peuvent venir avec des nouvelles idées afin de trouver des solutions aux problèmes qui nous dérangent en fait au sein de l'équipe nationale. Dans tout ça, donc j'ai des connaisseurs, des experts en la matière qui peuvent apporter leur pierre, qui peuvent apporter quelque chose pour le football congolais. Je dis bonjour à Moussalina Fab qui est en ligne. Makapi, bonjour. Diamant Noir, my sister, thank you. Donc voilà, je vais essayer de contacter le coach Eric. Il est déjà... Voilà, j'ai déjà John Achiza qui commence avec les questions. On va répondre aux questions. Mais je dois d'abord donner la priorité. Bonjour ma chérie Isis Rachel Bellini. Je dois donner la priorité au coach Eric pour commencer cette émission. J'espère que vous vous connectez. Connectez-vous en masse parce qu'on va bien parler pendant 1 heure. À propos du football congolais, on va être là pour vous, on va répondre à vos questions, on va essayer de puiser et de savoir et de connaître une fois de plus ce que nous pouvons faire pour la République démocratique du Congo, une équipe qui a été éliminée au quart de finale par le Madagascar, qui a été laminée par la Tunisie, vous avez suivi le match. Donc voilà, j'espère que le coach Eric va se connecter. Et que moi, je serai en mesure de le rajouter pour commencer cette émission. Donc voilà. Je n'attends que le coach. Comme ça, on peut commencer notre émission. Bonjour, professeur Aimé Katumba. On te salue. Salut là où vous êtes. Vous êtes déjà en ligne. Vous êtes le 2e intervenant. Merci à Jojo Ferrouzi, Oezatang Topesara Bambote, Mabanga, tout ça, comme le Congolais aime les Mabanga, Pesabambote, tout ça.
On salue la famille là où elle se trouve. On salue mes frères. Je salue mes sœurs. Je te salue Moussalina Fab. Je salue Steven Bala. Je salue tous les confrères et tous les amis de Parlons de Léopard. Alfred Ferrouzi, Gino de Mukwata, Sébastien Goyi. Voilà, je vous salue là où vous êtes. Que cette journée soit une journée merveilleuse. Donc voilà, oui, 8e de finale, excusez-moi. Donc voilà, j'attends que le coach se connecte pour que nous puissions commencer cette émission. Jojo Jed Ferrouzi, ami de longue date, je te salue aussi. Voilà, le coach est en ligne. Nous allons commencer notre émission et c'est parti. Je suis en train de rajouter le coach. On va diminuer la musique et on va débuter cette émission. Bonjour, bonjour coach. Comment ça va? Bonjour. Bien, monsieur Joshua, comment vous allez? Je vais très bien, très bien. Bon, c'est une émission informelle. Hein. Je ne vais pas t'appeler monsieur Chibasu, Eric, on se connaît. Voilà, donc, voilà, le coach Eric, c'est non seulement un ami, c'est quelqu'un de très bien, que je connais très bien. On a commencé l'idéal des émissions quand j'étais encore à Bruxelles. Je me rappelle, encore, on avait fait une merveilleuse émission à propos des léopards, là où on avait parlé système, tactique et tout ça. Avec voilà. M. Tupac Congo. Avec M. Roger Lomponda, oui. Tupac Congo et notre ami Pablo Sulukuta. C'est une émission qui a fait aussi le tour du monde. Beaucoup de gens en ont parlé. Donc voilà, le coach est là. Bonjour, coach. Bonjour, bonjour. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce que, en fait, nous avons un idéal. Nous avons aujourd'hui, en tant que Congolais, le souci d'avoir une équipe nationale qui soit bien préparée, qui ait des objectifs clairs, qui répondent un peu aux soucis de la population, c'est-à-dire que la population puisse s'identifier dans ce qu'elle fait. Donc, dans tout ça, il faut qu'il y ait une préparation sportive, il faut qu'il y ait des objectifs, il faut qu'il y ait un plan, il faut qu'il y ait un plan sportif, il faut qu'il y ait un idéal, il faut qu'il y ait des gens qui puissent accompagner ce plan sportif et vous êtes quelqu'un qui puisse nous éclairer par rapport à ça. Donc voilà, c'est pourquoi je vous ai invité. Je vous laisse 5 minutes de préparer un petit exposé, c'est-à-dire de nous parler de vos expériences, de nous parler de ce que vous pensez de l'équipe nationale avant ou après. Qu'est-ce que nous devons améliorer ensuite et proposer, nous donner vos propositions afin que nous soyons prêts pour les échéances futures. La parole est à vous, monsieur. Merci beaucoup déjà de l'invitation. C'est toujours un plaisir de faire des émissions avec toi puisqu'on connaît un peu la qualité des émissions qu'on a faites et je connais un peu la qualité de tes interventions. Bon, là, on vient forcément de sortir d'une période assez, allez, on va dire un peu, qui a touché un peu tout le monde. Forcément, après une élimination, on a beaucoup de réactions. On sait que la majeure partie des gens qui réagissent, c'est par amour du pays. Et comme j'ai toujours répété, l'équipe nationale, même si nous travaillons pour l'équipe nationale ou que nous sommes les entraîneurs ou les représentants, c'est l'équipe nationale de tous les Congolais. Donc, c'est un peu la sélection, c'est une sélection où tout le monde a le droit de donner son avis. Et c'est vrai qu'il y a une déception qui a été faite grâce à l'élimination. Mais bon, l'équipe nous a montré quand même dans les 2 derniers matchs qu'ils ont voulu laver l'honneur et être positifs par rapport à nos couleurs et à notre drapeau. Et ça a été quelque chose de très bien. Après, on peut comprendre qu'il y ait vraiment beaucoup de déceptions. Mais je pense que c'est pas pour autant que nous devons tout écraser, tout oublier, tout dire, tout était négatif. Je pense que tout n'est pas aussi négatif que ça. Il faut qu'on puisse travailler. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai une casquette un peu difficile parce que je suis à la fois entraîneur national, aussi entraîneur, donc les gens vont penser forcément que je suis là pour défendre X ou X personnes ou faire ça. Non, moi, je suis là par rapport à l'invitation pour pouvoir éclairer aussi les personnes parce que nous sommes aussi dans une nouvelle étape qui va être l'après-CAN. L'après-CAN est plus important pour moi. Je pense que ça ne sert à rien de revenir trop sur la CAN, ce qui s'est passé, ce qui a été fait a été fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'analyses, beaucoup de
de point de vue de chaque personne. Je ne pense pas que moi, je suis là pour être… Je ne suis pas donneur de leçons. Je suis là simplement pour que nous puissions voir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent… Moi, j'ai eu beaucoup de messages inbox qui demandaient quel est l'avenir de l'équipe nationale, en quoi on peut se diriger, et surtout parce que je pense que j'ai une certaine légitimité par rapport aux jeunes. Il y a pas mal de jeunes. J'étais au Congo et les jeunes ici en Europe aussi. Je connais pas mal de jeunes qui maintenant peuvent être des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer pour le futur de notre équipe nationale. Et c'est pour ça vraiment que je suis là dans cette émission, pour pouvoir éclairer l'opinion publique par rapport à ça. Et donc voilà. Ok, coach. Donc voilà un peu un petit résumé de ce que vous pensez en ce moment. Moi, je vais commencer tout d'abord avec une petite question. Quelle serait selon vous, vu l'expérience que nous avons eue pendant cette CAN, quels seraient selon vous les points sur lesquels nous devons nous baser, non seulement dans l'effectif, mais aussi dans le domaine, en fait, en général, dans le domaine sportif? On a eu quand même une question qui a été vraiment remise en exergue. C'était surtout, nous avons un problème, surtout au niveau de notre… bon, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est vraiment quelque chose qui est… Nous sommes une équipe qui est basée surtout sur le 4-3-3. Et le Congolais aime voir un numéro 10. Et de voir un numéro 10. Et c'est quelque chose qui est en train quand même de remettre beaucoup en question toute la philosophie que nous avons, parce que dans l'esprit du Congolais, il faut toujours qu'il y ait un numéro 10. Et de l'histoire aussi de l'équipe nationale, on a toujours eu de très gros numéros 10. Et pour l'instant, maintenant, ce qui se passe, c'est que nous nous retrouvons avec une génération où nous avons des neufs qui sont très performants. Et aussi, il y a l'avènement du nouveau football qui fait que les latéraux sont très hauts. Donc, parfois, quand tu mets un numéro 10, c'est que tu dois mettre des ailiers. Et ça empêche parfois nos latéraux de s'exprimer. On a vu avec le cas avec Masuaku, on a remarqué que Masuaku, très offensivement, c'est comme ça qu'il joue en club. Et que c'était pas, même Gonda, ce ne sont pas des défenseurs que tu peux cantonner à rester derrière. C'est des défenseurs qui peuvent nous apporter énormément. Hein. On l'a vu avec Masuaku, on l'a vu avec Gonda aussi sur le but contre Madagascar. Donc, c'est quelque chose qui pousse pas mal de réflexion. Parce que maintenant, si on réfléchit à ça, j'avais même une discussion il n'y a pas longtemps, c'était de réfléchir quel est le système aussi adéquat par rapport à notre équipe nationale. Est-ce qu'on serait enclin de penser à d'autres systèmes de jeu parce qu'au final, le 4-4-2 nous empêche d'avoir le 10. Et le 4-3-3 nous empêche de faire circuler le ballon comme il faut. Voilà aussi, ça donne beaucoup de charge, on l'a vu au milieu défensif. C'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens un peu s'acharner sur un Moquet, mais bon, c'est très compliqué. En 4-4-2, il faut que les deux milieux récupérateurs soient à la fois des casseurs et sont obligés aussi de jouer le rôle de playmaker. Voilà, et des relayeurs, de playmaker, de box-to-box, c'est beaucoup de charge. Youssouf a l'expérience de ça, mais c'était très compliqué aussi. C'est pour ça peut-être qu'on a vu certains déchets dans le dernier match par rapport à Moquet, mais je ne pense pas que c'était… fallait pas s'acharner sur lui pour dire que… Parce qu'on a vu les deux matchs qu'il nous a apportés pendant les deux matchs où il est l'Égypte et même le Zimbabwe. C'était quelqu'un qui nous a apporté beaucoup. Mais je pense que le système de jeu, le 4-4-2 demande aussi à un des neufs de redescendre pour pouvoir permettre à ces deux-là de moins avoir de travail à faire. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas. Bon, ça n'a pas été le cas parce que le problème, c'est que on a dû le faire pendant la compétition. On a dû s'adapter pendant la compétition parce qu'on s'est rendu compte que finalement, peut-être que le coach s'est rendu compte que les 10 n'étaient pas au point par rapport à ça. Et on a eu l'avènement d'Imbolingui qui a fait un très bon match, surtout en termes de pivot. Et je pense que nous avons eu le même, si on a cette lecture-là, on a eu le même cas à la Coupe d'Afrique 2015, où on s'est rendu compte que finalement, au bout du compte, on a fini avec Mbokani et comment il s'appelle, et Bokila en pointe. Donc, c'est quelque chose qui devient récurrent par rapport à notre football. Et je pense que c'est quelque chose qui demande réflexion aussi. Donc, je pense que quand on aura l'occasion d'en parler avec les coachs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'il y a une réflexion à avoir.
par rapport au 4-3-3, si on n'a pas un numéro 10, on devrait en fait faire appel à une pointe basse dans le milieu, c'est-à-dire pas un numéro 10, mais un bon 6 qui soit non seulement casseur et avoir 2 relayeurs en fait. Ça pourrait être la solution. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que comme je lis ici, même une personne qui dit on n'a pas de 6. Non. Dans le cas où tu joues un 4-4-2, tu n'as pas besoin d'un 6 bloqué. Dans un 4-4-2, tu n'as pas besoin d'un 6 bloqué. Tu dois avoir, à la limite, des personnes qui soient assez intelligentes pour être plus des joueurs de couverture, qui peuvent être à la fois des personnes qui vont aller chercher le pressing, qui vont aller combler sur tous les trous, parce que c'est un système de jeu qui laisse pas mal d'écart. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument avoir des personnes qui vont combler les trous. Et dans ces cas-là, souvent, certaines équipes s'adaptent en jouant 4-1-4-1 de façon à avoir quand même une sentinelle. Ouais, d'avoir une sentinelle devant. Donc, c'est toute une réflexion à avoir et ça change le profil des joueurs qu'on va chercher. Et comme tu dis, alors il faut avoir un 9 qui est comme un 9,5, comme Poutou l'a fait pendant longtemps en équipe nationale en tournant autour de Chabani. Donc, il faut vraiment qu'il y ait toute une réflexion par rapport à tout ça. Après, comme on dit, on a toute une génération derrière de jeunes qui arrivent et qui ont un peu cette notion de ce nouveau football-là. Voilà, on a le cas de Gianelli, on a le cas de Moutou Sami à Nantes. Mais ça, en pointe basse. Dans un milieu à 3 avec une pointe basse. Non, avec pas en 10 en fait. Non, pas en 10, mais plus des joueurs qui ont cette capacité d'être à la fois relayeur, playmaker, box-to-box. Il faut maintenant, un milieu doit avoir toutes comment dire ça, toutes ces qualités-là. Il y a des jeunes qui arrivent comme Edo Kayembe, qui est aussi pas mal dans ce rythme-là. Et localement, le petit Peter Mutumo aussi qui en teste au standard n'est pas mal aussi dans ce registre-là. Donc, c'est quelque chose aussi qui va nous permettre de nous adapter. Parce que, bon, si on me demandait à moi je serais passé en 3-5-2. Les gens vont encore parler parce qu'ils savent que c'est mon système préféré. Mais bon, le 3-5-2 nous réglait pas mal de problèmes parce qu'il nous permettrait forcément de nous permettre à nos backs d'être très hauts. Ça peut être intéressant. Et de ne pas avoir peur d'avoir un trou derrière parce que forcément, un des défenseurs centraux va glisser pour le couvrir derrière. La zone. Et on aura forcément, on peut jouer avec un numéro 10 en 3-5-2. Donc, on résout le problème des 3 milieux avec 2 milieux et un 10 toujours. Et on a 2 attaquants devant. Donc, pour moi, je pense que c'est un système qui peut aussi nous apporter quelque chose. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas encore dans notre culture. Donc, il faut réfléchir. Mais en regardant la RDC jouer, avec l'effectif de la RDC, coach, si je ne vous coupe pas la parole, avec l'effectif que nous avons, nous sommes en mesure de jouer un 3-5-2. Pas seulement avec les 23 qu'on est parti avec, parce qu'on était un peu limité, mais avec l'effectif en général, avec tous les joueurs qu'on a en Europe, en Afrique, on pourrait bien jouer avec tous les systèmes possibles. Ouais, mais là, c'est là où on revient à cette réflexion, c'est que moi, j'ai joué en 3-5-2 quand on a fait le tournoi de Toulon, quand on a battu la France. Le plus gros avantage, c'est d'avoir un défenseur central gaucher. Et le garçon qui avait ce profil-là, c'est Arsène Zola, le jeune Arsène Zola de Mazembe, qui est à la fois défenseur central et gaucher. Ouais. Donc ça, c'est pas mal d'avoir des joueurs comme ça. Et si on arrive à avoir un joueur gaucher à ce moment-là, ça peut être aussi intéressant. Après, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas que je dis que nous devons le faire. Ce sont des options. Nous sommes en train de parler tactiquement. C'est très intéressant de développer tactiquement un peu les solutions qu'on peut avoir. C'est quelque chose qui aussi nous crée aussi un problème parce qu'à ce moment-là, on peut aussi s'adapter en 3-4-3 parce qu'aussi on a un problème, c'est qu'on a des ailiers parfois et des gens colo. S'ils sont dans un système en pointe, ils ne pourront pas s'exprimer. Donc, on peut s'adapter aussi dans un 3-4-3. Il y a aussi un joueur qu'il faut faire, que j'ai eu en équipe de jeunes du temps des Tisserands et qui est en train de se relancer à Cluj. Je vois un joueur comme Mike Sestor qui a joué bas gauche lors du tournoi de Toulon. Il vient de signer à Cluj. C'est un joueur qui avait un très gros potentiel, qui est costaud, qui est central et qui est gaucher. Donc après, ce serait aussi intéressant d'avoir ce genre de profil de défenseurs centraux gauchers qui peuvent nous aider dans ce cas-là. Et voilà. Et puis après, comme je dis, si on est dans un système normal, je pense qu'il y a des joueurs qu'il ne faut pas enterrer. Je pense qu'il y a aussi un joueur comme Bopé, il a peut-être pas fait la Coupe d'Afrique qu'il fallait,
parce que beaucoup de gens attendaient beaucoup plus de Bopé. Il ne faut pas oublier qu'il vient de presque 2 ans, presque 1 an et demi de blessure. Il s'est réadapté, on l'a mis en défenseur central. Et là, on l'a fait rejouer dans un poste où ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui, moi, personnellement, si on cherche vraiment ce profil de défenseur sentinelle devant ce milieu, sentinelle devant la défense, des joueurs comme lui et Moké sont des joueurs intéressants. Et que lui, il ne fait aucune tâche de relayeur, il n'est là que juste pour casser les jeux et se mettre Bopé, dans l'effectif qu'on avait, Bopé était vraiment, lui et Moké, ce sont des joueurs qui vous font garder un équilibre dans un effectif. Mais ils ont besoin d'avoir 2 joueurs, un relayeur et peut-être un 10 devant lui ou 2 relayeurs devant lui, de façon à ce que lui soit limité juste à faire les tâches, comment on appelle ça, les tâches défensives en fait, plutôt les couvertures, garder l'équilibre de l'équipe. Mais je pense que Bopé, beaucoup de gens pensent que ça, mais moi je pense moi je l'ai eu en jeune, il est meilleur en 6 qu'en défenseur central. Il est meilleur en 6 qu'en défenseur central, ouais. Coach, moi j'ai une question. Aujourd'hui, quand je regarde la plupart des jeunes, on a vu le tournoi de Toulon. Oui. On a regardé aussi le match entre la RDC contre le Gabon et la RDC contre le Nigeria à Visé. Et vous avez fait partie du staff technique. Oui. Je sais que c'est une question un peu difficile pour vous. Oui. Est-ce que vous serez aujourd'hui prêt ou disponible de faire partie du staff de l'équipe nationale, si vous seriez invité? Bon, ça, ce n'est pas à moi de décider, parce que ce serait vraiment prétentieux de ma part de dire que je peux être là ou pas là. Moi, je vois une réponse de Joe Oyo qui disait par rapport à Bopé, il serait très étonné de voir la qualité technique de Bopé. Ne jugez pas Bopé par rapport à cette Coupe d'Afrique qui venait vraiment d'une blessure. Moi, je l'ai vu, je l'ai eu en jeune quand on a joué contre le Chili, avec l'équipe MB et tout ça. Je l'ai revu encore à la Supercoupe quand j'étais à Renaissance contre Mazembe. Je vous dis que Bopé, techniquement, c'est un super joueur. Il faut faire très attention parce que là, je veux dire, il y avait des contextes qui ont fait qu'on n'a peut-être pas pu voir ses qualités. Après, je suis avocat de personne. Hein. Je parle juste que de ceux que moi, je vois et ce que j'ai vu. Après, ce que je vais dire aussi, c'est que nous avions fait 2 matchs qui étaient dans des contextes très différents. En 2015, où on a vraiment eu, on a eu un groupe qui était aussi différent. On est allé sur quelque chose d'autre aussi. On est allé dans quelque chose d'autre pour essayer aussi de voir. Mais de notre côté, ça n'a… Allez, aujourd'hui, on a réussi à apporter quelque chose par rapport à 2 matchs. Et je sais que beaucoup de gens nous rappellent, oui, nos 2 matchs et tout ça. Je pense que ce n'est pas le moment de faire des comparaisons par rapport à ces matchs-là. Parce qu'aujourd'hui, quand nous, on a fait ces matchs-là, c'est d'abord pour l'intérêt du Congo. Ce n'était pas pour nous. Et puis, la personne qui nous a donné cette confiance-là, ça reste le coach Ibenge. Parce qu'il savait que nous étions capables de faire cette tâche-là. Et la fédération aussi nous avait donné la confiance. Ça a marché, ça a été pris. Après, il y a des gens qui décident par rapport à ce que nous, on peut apporter ou pas. Mais vous êtes disponible, vous êtes prêt, oui ou non? Moi, je suis entraîneur de l'équipe nationale de jeunes. Aujourd'hui, on a commencé avec des joueurs comme Tisserand, Mabouati. Je les ai entraînés en jeunes. Aujourd'hui, ils ont 27 ans, ils sont en équipe A. On a été au tournoi de Toulon avec les Chancels et tout ça. J'étais là aussi. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui peut être, que je peux revendiquer. Non, ce n'est pas à moi de revendiquer ça. Et je ne veux pas dire que moi, je vais faire mieux que X personnes. Ça, c'est surtout une mentalité. Non. Il y a des contextes, et des moments qui sont différents. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'apporter une expérience par rapport à tout ça. Aujourd'hui, il y a une transition. Ça, c'est clair et net, il y a une transition à faire. Il y a une intégration des jeunes qui doivent être faite. Parce que moi, personnellement, aujourd'hui, un grand pays comme le Congo, nous devons être en Coupe du Monde. Aujourd'hui, pour être en Coupe du Monde, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des joueurs comme, pas pour parler, Magoma, 31 ans, Youssouf a 31 ans aussi, 32 ans même, ils vont sur leurs 32 ans. Bolas, il va avoir 30 ans. La Coupe du Monde, c'est dans 3 ans. Peut-être qu'ils seront toujours bons, mais je pense qu'aussi derrière, il nous faut préparer ces jeunes-là. Et aujourd'hui,
grâce à cette politique-là, malgré les peu de moyens qu'on a eus, on a réussi à refaire une sorte de… Tous les petits qui étaient en U23, c'est eux qui étaient en 2017 à la francophonie. Il y a un groupe qui était en 2016 à la COSAFA. Les Peter Mutumossi, les Shadrach Muzungu étaient 3e à la COSAFA avec moi. Ils ont été aussi à d'autres, encore plus loin encore, les Glody Likonza, les Arsène Zola, étaient en U17 en 2014, où on avait été éliminé par le Nigeria. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une génération qui a fait toutes ces classes et qui peut nous permettre de ne pas tomber dans une sorte de vide. Parce qu'aujourd'hui, quelles que soient nos positions par rapport à… Je sais très bien que tout le monde a des positions par rapport à X choses ou pas. Mais si on aime notre pays et si on a envie de faire quelque chose, je pense qu'il faut se concentrer beaucoup plus sur ne pas tomber dans une sorte de phase. Parce que regarde, aujourd'hui, le Nigeria est en demi-finale. Ils ont fait 2 ans, deux CAN. Ils n'ont pas participé à 2 CAN pour pouvoir revenir fort maintenant. Et là, ils sont revenus en Coupe du Monde et ils sont en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Moi, je n'ai pas envie que mon pays fasse 2 ans sans CAN. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va passer par une transition où on aura besoin de tout le monde, où il faudra réintégrer des jeunes, prendre le risque aussi d'intégrer des jeunes tout en ayant un objectif d'aller en Coupe du Monde 2022. Et voilà. Voilà, coach. Ça, moi, maintenant, je crois que ce sera presque ma dernière question avant de vous laisser 5 minutes, le temps de conclure cette petite émission. Ma question est celle-ci. Quand vous regardez des pays jouer, vous avez l'impression d'avoir une certaine identité par rapport au style de jeu. Quand vous regardez l'Espagne jouer, vous savez que c'est l'Espagne, même les yeux fermés. Vous regardez par exemple l'Allemagne jouer, vous savez que c'est l'Allemagne. Vous regardez le Mali jouer, vous savez que c'est le Mali, la Guinée. Est-ce que vous, en tant que coach ou en tant que sélectionneur de jeunes, vous pensez aussi à ces petites caractéristiques, c'est-à-dire que la RDC devrait en fait, avec les jeunes, commencer à se donner une certaine identité dans le jeu. Nous avons été la seule équipe dans la CAN à ne pas être capable d'enchaîner 3 passes de suite. Est-ce que c'est par rapport au profil des joueurs que nous avons en RDC ou est-ce par rapport à une certaine carence dans la formation? Nous avons un problème de formation dans le pays. Est-ce que c'est un problème de joueurs ou est-ce que c'est un problème… Voilà, on a l'impression d'avoir aucune identité dans notre football et c'est quand même grave. Sans t'interrompre, par contre, moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que c'est comme j'ai dit, il faudrait que l'identité d'un jeu, en fait, vient déjà de la base de votre système de jeu. Vous comprenez? Aujourd'hui, à l'époque, quand on avait quelqu'un comme Roum, ou bien vous avez vu quand on a fait le match contre le Libéria où on a eu un gars qui s'est imposé comme Poutou, automatiquement le football de l'équipe change. Si aujourd'hui nous avons des ailiers qui sont puissants, ou quand vous voyez quand on a mis Mbokani, le but qu'on marque contre la Tunisie en 2015, vous voyez un peu le but qu'on marque contre la Tunisie en 2015, quand on a remis Bakambu et Bolingui, on a réussi à réavoir presque la même chose. Donc aujourd'hui dans notre football, comme vous dites, et regardez un peu finalement dans le jeu, parce que je ne suis pas d'accord. Quand on regarde les 2 derniers matchs du Congo, même contre Madagascar, on a vu quand même que nous avions été, à un moment donné, beaucoup plus… Mais c'était poussif, coach. C'était poussif. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est comme moi à la PlayStation. Je suis d'accord avec toi. À la PlayStation. Je te comprends très bien. Mais si tu écoutes bien dans ce que je veux dire, c'est que quand on a défini le système de jeu, regarde bien, quand on analyse, quand on a redéfini le système de jeu 4-4-2, on a vu que notre équipe s'est beaucoup plus adaptée et a commencé à avoir un style qui commençait à s'adapter à cette position-là. On l'a eu contre la Côte d'Ivoire quand on s'est fait éliminer. Rappelle-toi. On s'est fait éliminer par la Côte d'Ivoire, mais dans le jeu, nous étions beaucoup mieux que les 3 matchs précédents. Ce match de Madagascar, et même on a été beaucoup mieux, même mieux que contre le Zimbabwe vers la fin. Mais ce qui nous manque, c'est ça que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut une réflexion quant à notre déjà identité. Aujourd'hui, quand tu vas, moi j'ai joué les équipes de jeunes. Quand par exemple vous allez dans une équipe comme l'Espagne, vous allez retrouver un Iniesta en U20, un Iniesta en U17. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que pour garder cette identité, voilà, justement pour garder cette identité-là, c'est ça que je dis, il nous faut une réflexion. Aujourd'hui, dans quoi on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que le 3-5-2 peut être intégré? Le 4-4-2 doit rester. Finalement, si le 4-4-2 doit rester, c'est ça que je dis, il nous faut alors intégrer des joueurs comme
qui ont une grosse VMA, qui ont cette capacité à la fois d'être casseurs, d'être relayeurs et tout ça. Et je pense qu'en définissant, ça veut dire aussi que si je prends des attaquants, si j'ai 4 attaquants de pointe, j'aurais peut-être 2 attaquants dans ma liste de, je sais pas, de 25 ou de 26, j'aurais 2 attaquants pivots et 2 qui sont capables de jouer en 9 et des joueurs de profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est toute une réflexion qui va nous permettre à ce moment-là de ne plus avoir ce que nous sommes en train de faire, d'avoir cette frustration de se dire que nous n'avons pas de jeu. Ce n'est pas que nous n'avons pas de jeu, ce n'est pas une question de formation. Je pense que c'est une question de réflexion de ce que l'on veut faire. Il nous faut absolument… Vous, en tant que coach, quand vous mettez, par exemple, les 23, quand vous devez sélectionner les 23 joueurs, en fait, vous réfléchissez sur ça, en fait. Voilà, justement. Parce que moi, aujourd'hui, moi, par exemple, je suis un coach qui joue la majeure partie du temps en 3-5-2. Forcément que si je joue en 3-5-2, je vais moins me pencher d'avoir des joueurs de débordement, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurai moins de joueurs de débordement. Et si je veux du débordement, j'aurais plus tendance à prendre des joueurs qui sont backs, mais qui ne sont pas des backs, mais des latéraux. Ça veut dire des gars qui sont assez hauts dans le jeu, qui peuvent à la fois jouer le rôle de défenseur, mais qui peuvent aussi jouer le rôle d'ailier dans un match. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir toute une réflexion par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, si nous avons plusieurs façons de jouer, des systèmes et tout ça, je pense que nous pouvons déjà régler ce petit problème-là. Moi, je te parle simplement de problème parce que c'est vrai que forcément, toi, tu vas avoir un avis en se disant que la personne ne l'a pas fait ou tel ne l'a pas fait. Mais moi, je te parle en tant que… en général. Je comprends, en tant qu'analyste et tout. Voilà. En général, aujourd'hui, même si nous n'avons pas d'ADN, comme on a dit, parce que l'ADN, ça se fait avec le temps. L'Espagne, avant de gagner ce qu'elle a gagné, on l'appelait la meilleure équipe des matchs amicaux. L'Espagne ne gagnait rien du tout. Tu connais le football, tu es d'accord avec moi. La Hollande, là, aujourd'hui, on est en train de revoir un regain de la Hollande. Mais moi, j'ai regardé l'analyse de l'Ajax. Ils utilisent le même football total qu'utilisaient les Cruyff, mais ça ne marchait pas pendant un moment donné. Mais c'est revenu maintenant. Vous, en tant que coach des jeunes, j'ai bien compris votre réponse, mais vous, en tant que coach des jeunes, est-ce que vous travaillez en synchro, en symbiose avec les équipes A? Par exemple, vous, en tant que coach des jeunes, vous avez une base, en fait, et c'est sur cette base-là qu'on devrait, en fait, s'inspirer pour le futur. Mais vous travaillez en 3-5-2, vous avez déjà un certain profil. Je donne un exemple, vous avez un certain profil de jeunes que vous attirez vers l'équipe nationale. Et à la fin, dans les A, on se retrouve en 4-3-3 en préparation et on finit dans un 4-4-2 pendant la compétition. Il y a tout un désordre, coach. Vous, en tant que coach, est-ce que vous avez des séances de symbiose, de synchronisation avec les coachs des équipes nationales, que ce soit les U23, que ce soit les U20, que ce soit les 17, pour avoir une identité commune, en fait? Parce que le travail que vous faites, c'est préparer ces jeunes-là pour l'équipe A, en fait. Oui, justement. En fait, moi, ce qui s'est passé, je vais même le donner par quelque chose de vivant. Moi, quand j'ai fait la coupe, quand nous avons fait la francophonie en 3-5-2, ce qui s'est passé après, c'est que nous sommes arrivés aussi à cette réflexion-là, c'est que ces petits-là allaient être U23 et allaient passer dans une catégorie au-dessus. Ça veut dire qu'ils allaient être des joueurs qui allaient nous apporter, comment dire ça? Allô, coach? Bon, voilà, je crois qu'il a un petit souci technique. Il va revenir bientôt. Voilà, on était en train de parler d'identité de jeu. La RDC, par rapport aux autres équipes, par rapport aux autres pays, n'a aucune identité de jeu. On ne sait pas comment on joue. On ne sait pas comment on pourrait… c'est-à-dire nos adversaires ne savent que donc joueur a la bandit on a des méchants, voilà. C'est quand même un peu comment dirais-je, exactement des ordres, mais bon, voilà, ça a bugué pour le coach. Je vais voir si je peux encore le rajouter. Voilà, il a eu un petit souci. J'espère qu'il reviendra d'ici peu. Il a un petit souci. Donc, on était en train de parler de l'identité des jeux, c'est-à-dire que est-ce que travailler ensemble en synchronisation, on a coach, il y a l'équipe nationale, tout le monde a l'équipe de France, ils ont un jeu physique.
le même jeu, c'est la même identité, c'est-à-dire bateau préparer les joueurs pour l'équipe A. Mais Bissot, nous sommes au coach Eric Azo, ça en équipe de jeunes, est-ce que Zali a monde te retrouver dans l'équipe A? Donc, au fait, Bozo Salagam, Saladka, Ndingwana, à la fin, tout le monde va système Moussoussou, tout le monde va profil va joueur Moussoussou, et puis à la fin, toujours se retrouver avec rien. On a fait la préparation dans un 4-3-3, on se retrouve dans la compétition avec un 4-4-2, c'est normal qu'il y ait des soucis et des couacs dans l'animation de jeu. Donc voilà un peu, je crois que le coach a eu un petit souci. Je vais devoir passer le relais à notre professeur Emeka Tumba. Il va intervenir pendant 10 minutes. Ensuite, j'aurai Dachumbala, j'aurai Gédé Luis Coupa et Kevin pour clôturer l'émission. Donc voilà. Coach Eric, vous n'êtes pas seul. Donc voilà, on a eu quand même 35 minutes de débat avec le coach Eric. On va devoir passer à notre... aux autres. Voilà.